Bon, bonjour Jean-Pierre. On est devant une polémique entre Thibaut Damour, qui lui prétend que ton modèle comporte des erreurs et surtout qu'il n'est pas rigoureux et que le sien serait plus rigoureux. Dans cette polémique où on a un qui prétend avoir de la rigueur et l'autre qui n'en a pas, qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi, je voudrais montrer que les deux modèles sont complètement heuristiques. Alors, je crois qu'il faut essayer de se souvenir du concept d'action. Par exemple, quand on prend l'action d'Einstein, on a le scalaire de Ricci, hein, R, et puis on a un Lagrangien. Ceci, c'est la constante d'Einstein, comme ceci. Ici, on va avoir la racine de moins le déterminant, et puis ici, le produit des éléments différentiels des t, des i, des y, des z. Alors, qu'est-ce que c'est que cette quantité racine de moins g des t, des x, des y, des z? Eh bien, c'est l'hypervolume à quelle dimension? Alors, je donne un petit exemple. Prenez la métrique de la sphère. La métrique de la sphère S2, ça va être R2 facteur de dθ2 plus sinus carré θ d phi 2. Bon. Alors maintenant, si je prends racine de phi, eh ben, ça me donne R sinus θ. Très bien. Alors maintenant, mon hypervolume, ça va être racine de G. G étant le déterminant de la métrique, facteur de dθ d phi. Donc ça me fait R sinus θ dθ d phi. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'intègre? Alors, quand on prend la sphère, les coordonnées sont les suivantes. La coordonnée θ, elle est comme ça. Donc, θ, ça varie de 0 à pi. Et puis, phi, ça varie de 0 à 2pi. Donc, on va avoir somme de 0 à pi pour dθ, somme de 0 à 2pi pour phi. Puis ici, R, il est constant, il sort, et ici j'ai juste sinus θ. Bon, et bien quand on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve? 4 pi R2. Autrement dit, c'est bien ce qu'on a fait, on vient de calculer la surface de la sphère. Si on prenait l'hypervolume à 3 dimensions, on trouverait le volume 4 tiers de pi R3. Voilà. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que cette quantité racine de G, etc. C'est le petit volume élémentaire de cette sphère pour les quantités d R, dθ. Alors là, simplement, ça a un sens géométrique. C'est-à-dire que si on prend ça, c'est l'élément d'hypervolume à quelle dimension? Alors, le truc, c'est quand on écrit une action, ici, donc, ça a un sens. Maintenant, qu'est-ce que fait Damour? Eh bien, il a un scalaire de Ricci L, et puis il a un scalaire de Ricci right, c'est pour deux éléments de scalaire de Ricci pour l'espèce left et l'espèce right. Bon, ok. Alors là, on va avoir un truc comme ceci, avec racine de moins g indicelle d4x, plus le scalaire de Ricci right, moins qui LR right, que multiplie racine de moins G right d4x. Jusqu'ici, tout ça, on se dit, bon, c'est simplement par analogie avec ce qu'on fait dans l'hypothèse d'Einstein. Maintenant, il rajoute un terme, plus mu, facteur de G right, GL, puissance 1 quart, d4x. Et ça, c'est ce qu'il appelle un hypervolume moyen. Et là, à ce moment-là, on a envie de dire, mais d'où sort ce terme? Ça veut dire que ça n'a pas de sens physique pour toi? C'est pas que ça n'a même pas de sens mathématique. Ça n'a pas de sens mathématique. On est carrément dans quelque chose d'heuristique ici, c'est tout. Alors effectivement, moi si je posais la question, il me répondrait, on a pris ça parce que ça marche. Voilà, mais très bien. Dans ces approches heuristiques, on peut faire des hypothèses, et ça, c'est une hypothèse. C'est pour ça que intituler ce travail
Lagrangien universel non linéaire, non, c'est pas universel, parce que ça, c'est pas universel. Il n'y a pas de théorie géométrique et mathématique des bigéométries. Le jour où ça existera, un mathématicien nous expliquera tout ça. Oui, on est plutôt dans de la cuisine. Dans de la cuisine. Alors ça, c'est une première cuisine. Maintenant, la seconde cuisine, c'est Sennfelder. La troisième cuisine, c'est Jean-Pierre Petit. Donc, c'est un peu compliqué de montrer tout ça, mais surtout montrer que lui aussi, il est dans la cuisine. Mais ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas eu de réaction sur le travail de Sabine Sennfelder, et il y a une réaction contre toi. Alors, voilà. Pourtant, parce que Sabine, Jean-Pierre Petit plus Sennfelder, c'est un peu la structure du modèle Janus. Voilà. Et la structure de Sennfelder, par exemple, il y a une chose, c'est que quand elle écrit son Lagrangien, avec l'approche de Damour, on va déboucher sur deux équations. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend l'action, on va créer une variation, puis on va écrire cette variation est nulle. Alors évidemment, quand on fait cette variation, eh ben, soit on fait la variation par rapport à delta GR, ou la variation par rapport à delta GL. Alors, en faisant tout ça égale 0, on va trouver les deux équations. Maintenant, quand on fait ça avec l'approche de Sennfelder, on est obligé d'introduire un lien fonctionnel. Parce que la métrique G mu nu, qui est justement les deux G mu nu plus et G mu nu moins, elles font partie d'un espace fonctionnel. Dans le travail d'Einstein, la solution fait partie de l'espace fonctionnel des métriques riemanniennes hyperboliques. Bon, ben là c'est le même espace. On fait l'hypothèse que ces deux métriques vont être dans un espace riemannien hyperbolique. Et à ce moment-là, dans l'approche de Sennfelder, on est obligé d'introduire une relation fonctionnelle entre les deux métriques. Et dans sa deuxième critique, Damour dit c'est pas possible, c'est idiot. Mais si, non, c'est pas idiot. Lui, il a fait cette hypothèse-là, Sennfelder en fait une autre. Autre cuisine. C'est hypothèse contre hypothèse. Hypothèse contre hypothèse. Alors, elle a une hypothèse où elle a les variations des deux métriques. Alors, mettons delta G mu nu plus, et puis ici, delta G mu nu moins, avec un signe moins. Et là, devant, il y a une matrice qui donne à cette relation-là le caractère covariant. Bon, moi, j'ai pris simplement delta G mu nu plus égale moins delta G mu nu moins. C'est la version non covariante du travail de Sennfelder. Alors, le travail de Sennfelder, personne ne s'est jamais amusé à le critiquer. Moi, j'ai essayé de le comprendre parce que vraiment, il y a des termes qu'il appelle les pullovers. Hein. C'est vraiment très compliqué. Alors, je ne sais pas, est-ce que son approche est rigoureuse? J'aurais bien aimé que Damour la critique. Parce que, d'ailleurs, vous savez que lorsque j'ai connu ce travail-là, qui date de 2008, alors que les premières esquisses de Janus, c'est 2014. Donc, moi, j'avais pris contact avec le Sennfelder, et pour qu'elle puisse examiner mon travail, je lui avais offert son portrait. Alors à ce moment-là, elle s'est enfin plongée dans ce que j'avais fait. Elle a dit, c'est un scandale, vous m'avez volé mes équations. Alors je dis, bon, écoutez, peut-être que justement le modèle Janus, c'est un sous-produit de ce que vous avez fait. Mais montrez-le, on serait ravis. Comme ça, on pourra collaborer. Mais la réponse, ça a été, je ne veux pas collaborer avec vous. Elle a fermé complètement. Alors on ne sait pas, on ne saura jamais si le modèle de Jean-Pierre Petit, d'Agostini, etc., si c'est un sous-produit du modèle de Sennfelder. Mais de toute manière, il y a une chose, c'est que dans le modèle Janus, il y a un signe moins qui permet de reconstituer le principe d'action-réaction et le principe de covariance, le principe d'équivalence. Alors que pour Sennfelder, ces principes sont violés, mais elle considère que c'est une propriété des systèmes bimétriques. Elle n'a pas compris. Disons que Sennfelder, c'est une mathématicienne qui fait un peu de physique. Moi, je suis un physicien qui fait un peu de maths. C'est deux approches différentes. C'est deux professions différentes. Je crois qu'un mathématicien va mettre toute sa rigueur, mais souvent, le physicien précède le mathématicien, montre une voie, et après, le mathématicien va en donner une rigueur. Alors, franchement, l'exemple clé, c'est la théorie cinétique des gaz. Oui. Tous les grands principes, tous les calculs de théorie cinétique des gaz, ça a été fait par des physiciens. Et après, on a fait des théories d'existence, on a réfléchi sur tout ça. On a mathématisé comme en thermodynamique, il y a des approches. Exactement. Voilà, enfin, au résultat, simplement, c'est que l'approche de Damour, elle est touristique. Alors, on va dire qu'il y a trois, déjà, il n'a pas vraiment compris les masses négatives qui, selon lui, se repoussent. Mais là, il y a une chose, c'est que lorsqu'on prend le schéma de force, hein, ici, on a 2 masses plus, ici, on a 2 masses moins, et puis ici, on a une masse plus et une masse moins. Bon.
Alors, dans le modèle Einstein et tous les modèles, les masses plus s'attirent. Lui, il pense que les masses négatives se repoussent. C'est ce qu'on trouve avec Einstein. Et puis après, on a ce schéma avec la relativité générale qui viole le principe d'action-réaction. Hein. Alors, comme ça viole le principe d'action-réaction, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ce travail-là, moi, j'ai pris quelque chose qui satisfaisait le principe d'action-réaction, qui était à ce moment-là que les particules négatives de signes opposés se repoussaient et que les masses négatives s'attiraient. Bon, voilà. Ça, c'est le schéma Janus, et il est heuristique complètement. Et en travaillant là-dessus, à l'aide de simulations numériques, etc., on trouve déjà 10 ou 12 confirmations. Voilà, alors ça c'est intéressant, puisqu'on a bien compris la différence entre le mathématicien qui va mettre toute sa rigueur et le physicien qui essaie d'utiliser les mathématiques, mais après, l'épreuve suprême, c'est la confrontation à l'expérience. Si les hypothèses qu'on a introduites sont corroborées par l'expérience, ça veut dire que peut-être qu'un jour un mathématicien en donnera une rigueur plus grande, mais en tous les cas, il y a une voie qui est ouverte. Alors peut-être on voit bien la différence des deux approches. Alors tu dirais quoi de l'approche d'amour au niveau de l'observation? Déjà, l'approche d'amour, il a un coefficient et une loi d'interaction, et il considère deux brânes qui flottent dans un espace de dimension plus grande, et qui communiquent par des gravitons de T de masse. Et ensuite, il part d'une théorème que lui et Kogan ont montré, que dans cette masse de gravitons, il y a un gap entre les gravitons légers et les gravitons lourds. Alors après, ça fait beaucoup d'hypothèses déjà. Les gravitons, voilà. Il y a la théorie des cordes, et puis après la légèreté entre les deux. Donc ça fait beaucoup d'hypothèses. Bon, alors on pourrait dire, mais pourquoi pas, s'il y a des résultats. Alors après, une fois qu'il a fait tous ces résultats, il cherche des potentiels, il cherche des façons d'interagir. On étudie le modèle des brânes, le modèle Kaluza-Klein, et puis le modèle d'Anacone, et le résultat, quand on regarde dans les conclusions, quand on regarde dans les conclusions, il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien. Que dalle. Il n'y a aucune conclusion. À Seinfelder, c'est pareil. Bon, le modèle Janus, il y a 17 confirmations observationnelles. Ça mériterait qu'on s'y intéresse. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, alors là, s'agissant de ce schéma, Damour écrit dans son article du 28 décembre que le modèle Janus, c'est faux. Je dois trouver que les masses négatives se repoussent. Oui, il est resté sur la vision mais son calcul est complètement faux. Il fait intervenir les conditions de Bianchi, il fait intervenir un symbole de Christoffel. J'ai même pas réussi à comprendre comment il procédait pour trouver cette loi de force. Je crois qu'il est tellement convaincu que ça ne peut pas marcher, il a même réussi à fabriquer sa propre erreur. Voilà. Lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Et surtout, des choses comme ça, on serait devant un tableau face à des scientifiques, on pourrait au moins dialoguer. Depuis 4 ans, rien. C'est extraordinaire. Et dans ce nouvel article qui est donc en ligne sur le site de l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette, il met que il y a une contradiction parce que les équations de Janus prédisent que les masses négatives sont repoussées, alors que Jean-Pierre Buty dit qu'elles s'attirent. C'est faux. C'est lui qui se trompe. Mais ça, c'est les bases du modèle. C'est-à-dire, voilà. Ah oui, indépendamment de tout ça. Après, il y a les calculs, puis après, il y a comment on positionne les masses négatives s'attire, et après on développe un modèle. Après, s'il est vrai ou il est faux, c'est la confrontation avec l'expérience qui dira. Alors on peut pas dire qu'un modèle est vrai, mais il est cohérent par rapport à l'expérience. Voilà. C'est ce que disons que quand il parle de l'incohérence physique, c'est pas vrai. C'est terriblement cohérent. René Thom, il parle d'attention, un modèle, il est souvent cohérent. On peut pas dire qu'il soit vrai, mais il faut qu'il y ait une cohérence par rapport à l'expérience. Ah oui, alors là, ça explique le confinement des galaxies, ça permet de retrouver les lois de rotation, ça permet de la structure de l'univers, complètement la structure à grande échelle, la structure lacunaire, ça a été vérifié parce que la stabilité des galaxies aspirales. Voilà, la théorie et la formation des galaxies. La formation des galaxies. Et il y a une chose, c'est que on a le télescope James Webb qui nous donne ses premières images, et il y a des spécialistes qui disent que on va faire de grandes découvertes. En fait, c'est comme ce qui s'est passé avec Hubble. Tous les résultats flambent par terre, tout ce qu'on était capable de faire. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a eu des mesures de vitesse de rotation assez précises dans les années 70,
le modèle classique s'est cassé la figure, il a fallu recourir à la matière sombre. Ensuite, quand on a eu des mesures plus précises sur l'expansion, 2011, prix Nobel, on invente la matière noire. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que les galaxies, elles existent de manière extrêmement formée dans le premier milliard d'années, donc ça correspond pas du tout au modèle qu'on a fait, on va changer le modèle. Par contre, ça colle avec Janus. Parce que ce qui se passe, par exemple, c'est que justement, lorsqu'on a une structure lacunaire qui se forme, au départ, on va avoir des conglomérats de masse négative. Je vais employer une couleur différente comme ça. Voilà ces conglomérats de masse négative qui se trouvent là, ils se forment. Et à ce moment-là, la matière positive qui est minoritaire au point de vue énergétique, eh bien, elle se débrouille pour se mettre dans l'espace interstitiel. Et à ce moment-là, dans ces parties-là, on aura les amas de galaxies. Bon. Alors tout ça, ça a été prédit. Et qu'est-ce qui se passe en 2017? En 2017, on découvre qu'il y a un grand vide avec quelque chose qui repousse. On a appelé ça le dipole repeller. Et alors là, c'est extraordinaire, c'est quand on va sur Google Scholar, qui est la structure qui permet d'avoir ce qui se fait au point de vue scientifique, le seul article que vous trouvez, c'est l'article de Jean-Pierre Petit. Alors vous cherchez où il a été publié, il a été publié sur le site jeanpierrepetit.org. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé une revue, et il a été refusé comme non-suitable. Il faut savoir que ça fait le 3e papier depuis 2001, mes articles ne sont pas soumis à référé. Parce que moi j'ai publié des tas de choses dans des domaines très différents, à chaque fois c'était un bras de fer avec le référé, et j'ai toujours gagné mon bras de fer. Mais là, il n'y a pas de bras de fer du tout. J'ai donc écrit au conseil de direction, au bureau directorial, en disant, écoutez, je comprends qu'un travail comme ça peut vous paraître un peu fantaisiste, mais faites l'effort, quoi. Je me rappelle, il y avait une revue qui a fini par publier, mais la réponse de référé, c'était, ce travail est typiquement le travail de crackpots, de peau fêlée, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, en plus, on y a une insulte. Donc ils ont dit on s'excuse, et ça a été de nouveau examiné, et cette fois c'est passé. Mais là, il n'y a pas d'examen. Alors, quand je vais alors, si on revient à l'histoire des sciences, il y a comme un obstacle épistémologique, dirait Gaston Bachelard, ce sont les masses négatives. Et on voit bien que face à une obligation d'avoir une explication à l'accélération de l'expansion de l'univers, on a introduit des choses encore plus sombres. Comme disait Montaigne, on a remplacé l'inconnu par un inconnu encore plus grand, c'est-à-dire l'énergie sombre, la masse noire. Même Cédric Villani, dans un interview, disait que c'était quand même du bricolage et que l'astrophysique était en crise. Et elle est en crise. Mais il faut dire la chose suivante, c'est que l'énergie noire, elle est négative. Et quand on prend des masses négatives, il y a une énergie MC2 qui est négative. Donc quand on cherche, qu'est-ce que c'est que l'énergie noire? C'est l'énergie de la masse négative. C'est tellement cohérent. C'est marrant parce que c'est la même chose à laquelle Dirac a été confronté, puisqu'il a trouvé une énergie négative, et ça donnait l'antimatière. Donc à l'époque, Hermann Weyl, qui était le grand mathématicien de l'époque, a mis en avant, mais c'est la partie la plus sombre de la physique théorique. Et finalement, c'est Karl Anderson en 1932 qui a confirmé le travail théorique de Dirac en 28. Donc ça veut dire que il y a eu une petite révolution, on a introduit l'antimatière. Mais là, justement, la théorie des groupes de Souriau permet d'éliminer ça avec plus de précision. On s'aperçoit qu'il y a 4 types de matière. La dualité matière-antimatière, elle est à l'œuvre dans le monde positif et dans le monde négatif. Donc chez nous, on a de la masse positive, et puis de l'antimatière de masse positive qu'on fabrique en labo. Mais il n'y en a pratiquement pas dans notre univers. Et dans cet univers négatif, on a de l'antimatière de masse négative et très peu de matière de masse négative. Et ça exprime les idées de Sakharov. Alors, parmi la palette de choses qui sont expliquées, le modèle Janus, c'est le seul qui donne une identité aux composants invisibles de l'univers. C'est pas des actions, c'est pas de l'ultralino, c'est de l'antihydrogène et de l'antihelium de masse négative. Point à la ligne. Alors, en plus, il y a une chose, c'est que lorsque ces conglomérats se forment, c'est comme la formation d'une protoplanète. On aura un milieu qui va être à quelques milliers de degrés, et pour arriver à évoluer, il faudrait qu'ils se refroidissent. Mais là, il y a une chose, c'est quand vous prenez ces protoplanètes, la quantité d'énergie évacuée vers
varie comme le cube du rayon, alors que le radiateur, ça varie comme la surface. Donc le cooling time, le temps de refroidissement est largement plus supérieur à celui de l'univers. Donc ça n'évolue pas. Donc on peut prédire que là-dedans, ce sont des sphéroïdes comme ceci. Alors le truc, c'est que nous, on est dans une galaxie qui est par là, hein, et ici on a le grid supérieur. Mais quand on va observer, on va obtenir une région où la luminosité des galaxies sera plus faible. On va le voir, cet objet. On pourra même mesurer son diamètre. C'est une façon d'être, comment dit-on, au sens de Popper, falsifiable. La réfutabilité ou la falsifiabilité. Si on vérifie ça, c'est bon. Si on ne vérifie pas, hein, c'est que le modèle Janus sera remis en question. C'est un des critères pour qu'on puisse avoir un modèle scientifique. Mais, par exemple, les premières données du télescope Webb, ça va dans le sens de Janus. Les gens sont tous étonnés parce que, par exemple, moi je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, un référé m'avait dit, mais votre modèle, est-ce qu'il y aurait un observable qui pourrait prédire? J'ai dit, ce serait très simple. Quand on reçoit la lumière émanant d'une lointaine galaxie, cette lumière va être affaiblie par l'effet de l'anti gravitationnel négatif dû au gros amas négatif rencontré. Et effectivement, pratiquement à la même moment, on s'est aperçu que les galaxies qui avaient un redshift supérieur à 7, eh bien, à ce moment-là, elles avaient une luminosité plus faible. Alors, les astronomes en ont déduit que se formaient d'abord des galaxies naines. Donc, si ce sont des galaxies naines qui se forment, il faut absolument qu'elles fusionnent pour donner les galaxies. Donc, quand on a fait les premières images du télescope Webb, on s'attendait à les trouver, ces galaxies naines. On s'attendait à trouver non seulement des galaxies naines, mais forcément des endroits d'interaction, comme ça, où on les verrait en train de fusionner. On n'a pas vu ça. On voit complètement différent. Alors, à chaque fois, c'est grande surprise, c'est pas du tout ce à quoi s'attendait. Bon, là, personne ne dira, mais par contre, le modèle Janus avait prédit ce genre de choses. Donc, on va dire que c'est une succession de bricolages qui sont ponctués par la finesse des observations, et à chaque fois, on n'a pas une remise en cause des idées fondamentales, et on n'essaye pas de voir quel modèle aurait pu prédire ça, on écarte et on continue à protéger le système. Et moi, j'ai entendu une académicienne qui donnait ses vœux dans Futura Science et qui disait que grâce à la masse de données qu'on allait avoir dans les 20 prochaines années, on aurait une palette d'observations qui nous permettrait d'avoir des pistes pour la matière sombre. C'est-à-dire, grâce à ça, mais l'idée que la matière sombre puisse ne pas exister, ça rentre pas. Ça reste un dogme. Et en histoire des sciences, il y a Irmi Lakatos qui disait il y a l'heuristique négative, c'est sur quoi repose la science. Par exemple, la notion d'atome, la notion d'énergie sombre, de matière noire en astrophysique. Et puis après, il y a l'heuristique négative qui est modifiable. Et la science est en crise quand elle doit remettre en cause son heuristique négative. Et c'est exactement à quoi on aboutit. C'est-à-dire la notion de masse négative qu'on ne veut pas aborder, l'énergie sombre, la matière sombre, enfin c'est tout ce qui s'est mis en place du fait de la finesse des observations et qui invite les astrophysiciens à changer leur vision du monde. Et c'est là où effectivement il y a un principe de résistance. Mais prenons autre chose, par exemple. Ces dernières années, on a eu les premières images des objets hypermassifs qui étaient au centre de M87 et de la Voie lactée. Alors le fait que ça fasse 2 millions de masses solaires ou 4,9 milliards de masses solaires, c'est une chose qu'on peut considérer comme certaine, parce que c'est lié aux vitesses de ces étoiles. Il y a forcément un objet au centre qui fait qu'elles aient des vitesses aussi importantes. Donc ces valeurs sont fiables. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu des machins comme ça, avec une partie sombre ici. Et voilà. Et la conclusion, lorsque les scientifiques ont donné les premières images, avec une voix teintée d'émotion, voici les premières images de trous noirs. Bon, il y a une chose, c'est que avec ça, on a des températures. Ici, on a la température max. Et là, on a la température T mini. Bon, qu'est-ce que prédit le modèle Janus? C'est que le rapport entre les deux, c'est 3. Alors, dans M87, c'est 3,1. Dans la galaxie, c'est pile 3. C'est quand même bizarre qu'il y ait cette coïncidence. Moi, j'attends la troisième image. Si c'est encore 3, on se posera des questions. Mais je pense que ce sera forcément des trous noirs particuliers qui donnent des valeurs 3. Je sais pas comment ils vont faire. Parce que pour eux, le fait que ce soit pas noir, c'est qu'il y a de la matière chaude devant. C'est-à-dire que l'astrophysique a mis en avant des choses qui sont considérées comme indiscutables, le trou noir, l'énergie sombre, la matière noire, et donc le jeu intellectuel tourne autour de ces valeurs qu'on ne peut pas remettre en cause. Ouais. Bah. On
peut pas. Donc c'est ça le problème. Et c'est ce que disait déjà Nicolas Cossais, il disait les scientifiques aujourd'hui ne font plus appel à l'expérience, mais plutôt à la mathématique. Ils se promènent d'équation en équation en définissant finalement un monde qui n'a plus rien à voir avec la vérité. Mais par exemple, le fait de doter les gravitons de masse, d'où ça sort? C'est considéré comme un dogme. Bon, voilà. Voilà, donc on a bien compris les différences entre les deux modèles, mais il n'y en a pas un qui est plus rigoureux que l'autre. Il y a simplement des hypothèses différentes. La différence, c'est que le modèle Janus prévoit des choses que le modèle qui est actuellement en place ne prédit pas. Mais c'est assez amusant parce que le modèle Janus est tellement en accord avec l'observation que ça paraît louche, quoi. Surtout ça, il y a trop de résultats. Depuis 50 ans, on est tellement pauvres en résultats, il n'y a rien qui marche. Regardez par exemple les pauvres gens qui, au fond des mines, essayent de mettre en évidence la matière sombre. Ils ont du bruit, puis il y a juste un truc, rien. C'est fou, c'est désespérant. Et là, tout d'un coup, boum! Et à chaque fois qu'on attend les prochains résultats de James Webb, ça va corroborer Janus. Ok. Ok. On a mieux compris la différence. Voilà. Merci.